trouve que c'est puisque- logique, rationnel, économiquement, en termes d'investissement, de commencer par de l'immobilier, d'avoir sa résidence principale. J'aime bien voir l'investissement comme une pyramide de Maslow, où en fait, de manière générale, on va se dire, bon, en fait, tu commences par les fondamentaux, donc tu commences par te sécuriser avant d'aller vers un peu plus d'épanouissement excentrique. Ce qui se passe, c'est tout l'inverse, c'est que je découvre un monde nouveau, qui est l'investissement dans le no-côté. Pour moi, c'est l'ouverture d'un monde, et c'est encore comme ça que je le vis aujourd'hui. Les l'as fait, hein. premiers deals que je fais en private equity sont catastrophiques. J'investis dans des startups de copains, justement, À quelle sans époque connaître grand-chose au sujet, en me disant, ah bah c'est trop bien cette histoire, elle me parle vraiment. Et évidemment, on me dit, bah c'est super, tu vas faire des super rendements, cette boîte, elle a une trajectoire folle, elle vient juste de naître. Tu sais toujours mesurer sur les conseils, effectivement, je te dis ce que j'en pense moi, mais ce que j'en pense, c'est qu'il faut investir dès qu'on le peut, le plus tôt possible, indépendamment de quelle est ta profession. Moi, si tu vois, si je devais reparler à la Wendy de 20 ans, je me redirais, investis d'autant plus et intéresse-toi au sujet. En France, le sujet de l'argent est toujours un peu tabou, mais moi, j'aime beaucoup travailler à décomplexer vraiment ce sujet. Salut Wendy, Hello Gaspard. comment ça va? Bah écoute, très bien, et toi? Bah écoute, très très bien. Bon alors Wendy, qui es-tu? Qui suis-je? C'est une bonne question. Aujourd'hui, déjà, je suis CEO de Carré Partners. J'imagine qu'on y reviendra. Carrément, c'est stylé ça, dis donc. Mais CEO. de façon plus importante, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Ah bravo, C'est très important de le mentionner. félicitations, félicitations. Bon, on va parler d'argent aujourd'hui, Ouais. on va parler d'investissement. Tu vas nous éclairer, nous expliquer comment on peut un peu mieux gérer son budget, dans quoi investir, par où on commence. Est-ce qu'on va à la bourse, sur les cryptos, dans l'immobilier, etc. Et puis toi, tu es maintenant une spécialiste du private equity. Tu nous expliqueras aussi pourquoi le private equity est intéressant. Avec Donc, plaisir. ton parcours un peu, comment tu es arrivé à être CEO, ce titre très pompeux que beaucoup ont sur J'a- LinkedIn aussi quand même. Donc, J'allais y venir, la CEO, ça veut presque tout et rien dire. Ce que vous pouvez retenir, c'est que j'ai monté une boîte, effectivement, dans l'investissement, et on y reviendra avec plaisir. 2 mots sur mon parcours. Moi, je grandis à Paris. Ma première expérience vraiment entrepreneuriale, en réalité, c'est de monter un restaurant avec mes parents et mon frère quand j'ai 16 ans. Donc, c'est en parallèle de mes études, évidemment, je suis au Trop lycée bien, un à ce restaurant de moment-là. Écoute, c'est un restaurant qui était laotien et hondurien. Et du Ok. coup, on est obligé de parler de mes origines, puisque évidemment, ce sont mes 2 origines. Ah oui, c'est drôle, Ouais, original comme. Ouais, mon papa vient du Laos et ma mère du Honduras. Et je D'accord. suis née à Paris, ce qui est beaucoup moins original. Alors ça fait quoi ça? Parce que je sais que quand c'est asiatique avec des gens africains, ça fait des Blasianes. Quand les Européens asiatiques, c'est les Eurasiens. Ouais, là, on Alors, parlait il y a souvent de un- latinasienne quand j'étais. Latinasienne, Ouais, ah ouais, c'est ça. on aurait inventé le terme peut-être. Mais effectivement, et le resto s'appelait Aux couleurs du monde. Ok. Et Parce que du coup, ça a été une belle aventure c'était de de la 12 ans. fusion? Ouais, c'était la fusion des deux. Tu pouvais D'accord. prendre une entrée laotienne et un plat du Honduras et terminer sur un dessert français. C'était la Trop bien. French touch de la Et ça a maison. bien marché? Ça a franchement très très bien marché. C'était où? C'était dans le 17e arrondissement de Paris. Voilà, juste à côté du métro Brochant, je sais pas, tu vois, vers Pont-Cardinet. Ok. Ils ont rallongé la ligne 14. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, exactement. Et donc, ça a été ça ma vraie première expérience en parallèle des Attends, tu faisais études. quoi là, à 16 ans avec tes parents? J'ai envie de dire tout et rien à la fois. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille, mes parents n'ont pas eu l'opportunité de faire des études. Donc, c'est des grands passionnés de cuisine. Ils ont chacun été chefs dans leur pays respectif. Ah oui, donc tes parents, c'est des immigrés de première Ouais, génération, c'est ça? exactement. Qui sont arrivés en France quand ils étaient jeunes. Mon frère et moi sommes nés en France. Et donc, quand on a monté le resto, ça s'est vraiment joué. Hein. On est tous les 4 autour de la table et on se pose la question. Ils nous partagent le fait que c'est leur rêve et ils nous demandent si on veut prendre part à l'aventure. Et ils ont eu du courage quand même déjà de se lancer dans un pays qui n'était pas le leur au démarrage et tout, l'aventure entrepreneuriale, puis prendre un bail. Ça a été, je pense que c'était les premières fois, tu vois, c'est les premières fois où j'ai été confrontée en réalité à l'argent et l'investissement dont tu as besoin. Parce que quand tu lances un resto et que tu n'as pas forcément les fonds derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher un financement. Assez classiquement dans une banque dans un premier temps. Est-ce qu'ils Et faisaient quoi? Ils étaient c'était- chefs avant, c'est ça? Non, alors pas du tout, ils étaient dans des métiers complètement différents. D'accord. Ouais, mon père Mais- travaillait dans un atelier et ma mère dans l'informatique, donc pas du tout, mais ils avaient ce rêve finalement de faire découvrir la gastronomie laotienne et hondurienne. Ils ont attendu qu'on soit grand pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale qui, comme on le sait, mobilise beaucoup de temps. Incroyable. Et donc, tu dis, ils vont prendre un prêt, ils vont lancer leur resto. Toi, Ouais. t'es le
l'adolescente qui traîne entre la Ouais. cuisine, qui fait ses devoirs sur les tables. C'est pas loin de ça. En réalité, à ce moment-là, je suis au lycée Chaptal, dans Paris, du coup. Et effectivement, avec mon grand frère, on fait des allers-retours entre, évidemment, nos études, parce qu'on est en plein dedans. Et en parallèle, on T'as travaille même avec pas le mes bac. parents. Comment? T'as même pas Ah, le mais bac. j'ai même pas le bac. Ah Ouais, non, t'as pas du dit tout. Je suis en plein milieu du lycée. Moi, j'ai 16 ans, hein, donc je suis au Ouais. tout début du lycée. Et donc, on aide sur les relations avec les fournisseurs, où est-ce qu'on se fournit pour le vin. On fait des négociations, on travaille les cartes. Tu sais, ce qu'on appelait absolument pas à l'époque du marketing ou du RH. Juste, on cherchait des serveurs et on faisait encore en sorte que les cartes répondent à ce qu'on voulait proposer. On n'avait absolument pas les termes qui correspondent ensuite à ce qui se trouve dans une boîte. Il y avait combien de personnes dans ce restaurant? Dans un premier temps, c'était un restaurant de 15 personnes et ensuite, on est passé à 32. Ah, mais c'est Euh, un gros restaurant en Ouais, ça a plus. été une belle aventure qui a pris beaucoup de place dans notre vie familiale et ensuite, et puis c'est là que j'ai fait mes premières armes. C'est là Attends, que j'ai parlé à mes premiers clients. Vous êtes un peu embrouillé, non? Parce qu'il y a toujours des tensions dans le restaurant, en Écoute, cuisine, sur l'argent. oui, alors sur l'argent, franchement, non. Ok. Pour le coup, on a été vraiment hyper solidaires sur cette première étape qui était ok, il faut aller chercher un prêt. Et c'est là que tu te rends compte que voilà, finalement, tu as un acteur qui te fait confiance, mais que les autres sont extrêmement frileux. En tout cas, c'était le cas pour ces banques à ce moment-là. Mais sinon, non, oui, évidemment, il y a eu de temps en temps des désaccords sur la gestion du resto, mais c'est très minime. La majeure partie du temps, ça a été franchement beaucoup de solidarité, beaucoup de fou rire, honnêtement, et aussi à certains moments des moments de stress. Tu sais, moi, je me souviens de la première fois où je verse un verre de vin à un client, hein, ça peut te paraître bête. Toute tremblante. Et là, tu as peur de c'est la un- petite goutte, Ouais. tu sais. C'est un rince-doigt finalement, le truc, je lui en mets partout. Et t'as 16 ans, tu vois, tu ouvres la bouteille devant ton client et t'espères que effectivement ça ne coule pas quand tu le sers. Donc non, ça a été... franchement, je pense que c'est l'expérience la plus formatrice que j'ai eue jusque-là. Ça a duré combien de temps? À 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et Ah on a oui, été donc, là du début à la fin, même si évidemment avec le temps on s'est structuré, on a eu des serveurs, on s'est fait accompagner, mais au démarrage, et puis on est dans tu sais, c'est les prémices d'internet, et donc à ce moment-là, on est découvert d'ailleurs par un critique Parce que c'était qui a un quand? site. Comment? C'était quand le démarrage quand t'avais 16 ans? Écoute, ça remonte à 2000. Attends que je te ne dise pas de bêtises, 2007, quelque chose comme ça. Ouais, ça Ok. commence à dater maintenant. Ah ouais, effectivement, il y a à peine Facebook, il n'y a pas mais de... c'est vraiment les TripAdvisor, balbutiements. ouais, C'est rien les du tout, balbutiements. ouais. Ouais. Ok. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert un resto qui s'appelle Resto à Paris, qui nous dit j'ai un coup de cœur. Attendez-vous à ce que dès demain les réservations explosent. Et c'était le cas? Et ça a été hallucinant. Ah ouais, On le était pouvoir incapables. d'influence à l'époque. Ouais. il y Et avait en fait, on tellement découvrait. peu Pour nous, ça d'acteurs. paraissait lunaire, Ouais. tu vois. On se disait, mais Là, vous qu'est-ce qu'il étiez nous raconte plein d'appels. On a été plein pendant des années, littéralement. Ah ouais, Et on pendant des répondait années, même donc ça pas. marchait très bien. Ça marchait hyper bien. C'était la fierté de la famille, tout le monde venait. Ouais. Vous Une gagnez belle bien aventure votre vie, familiale. les parents étaient contents. Ah oui, et forcément, tout, on a passé un step. J'avais même les copains du lycée qui venaient manger dans le resto Ouais. de mes parents. Donc non, franchement, ça a été une super aventure qui, encore une fois, a accompagné les études en parallèle. Mais toi, t'es resté pendant 12 ans là-bas. Ouais, alors évidemment, beaucoup plus impliqué dans les premières années parce Ouais. que, j'ai envie de dire, il fallait entre guillemets tout structurer. Puis au fil du temps, le resto ayant vraiment très bien fonctionné, on s'est évidemment équipé, entre guillemets, Ouais, et on il y a avait d'autres recruté. Donc c'est là où on a recruté des serveurs. Tu vois, on a recruté de plus en plus pour que le resto soit de plus en plus autonome. Et t'as Mais vu on ça. a toujours été là. T'étais un membre à part entière de cette aventure. Tu Ouais. rencontrais les futurs serveurs, tu les coachais, Absolument. tu les manageais. Ouais. Tu virais les gens quand ça allait pas bien. Absolument. Tu t'engueulais avec les fournisseurs quand ils arrivaient en retard. Exactement. tu Je négociais les t'excusais auprès des prix, clients. on travaillait la déco du resto, on Ah refaisait ouais. les cartes. On a eu des anecdotes type un client qui était tellement fidèle et je pense qu'il nous appréciait, qui nous a proposé par exemple de refaire les cartes avec nous. Ah non, mais c'était génial en disant mais mettez encore plus en avant l'ADN du Honduras et du Laos. Enfin, tu vois, c'est comme encore une fois à l'époque, j'aurais jamais mis le mot marketing ou com dessus, j'étais trop jeune, tu vois. Et après, t'as fait des études en parallèle? Ouais, absolument. Ensuite, du coup, j'ai rejoint Paris Dauphine. Et là, donc, j'y suis restée 5 ans assez classiquement. J'étais sur un parcours management un peu global sur mes 4 premières années, donc jusqu'au master. Et sur la dernière année, je me suis spécialisée en RH. Ok, c'était la grande éclate à Dauphine? Franchement, j'ai passé des années incroyables. Ok, t'as appris plein de choses. Je me suis beaucoup amusée surtout. Le cliché est vrai alors. On travaille pas beaucoup. Non, et- franchement, ce que je retiens le plus, pour être honnête avec toi, de Dauphine, c'est les rencontres que j'y ai faites. J'ai énormément d'amis aujourd'hui qui viennent de Dauphine, évidemment. Et après, oui, ça a été une super formation, mais c'est surtout un monde où j'ai rencontré beaucoup de personnes et un monde qui m'a aussi ouvert au monde de l'entreprise, parce qu'en réalité, quand j'étais à Dauphine, j'ai été mis aussi en relation avec énormément d'entreprises. C'est comme ça que j'ai fait mon VIE avec Areva, c'est comme ça que j'ai découvert L'Oréal. Donc, en réalité, ça m'a permis aussi de faire un pont que moi, j'aurais pas forcément eu à titre personnel dans un
Et ça dans t'a un servi diplôme. ce que tu as appris là-bas, là, tu te dis aujourd'hui, au quotidien ou dans ma carrière, il y a des choses où c'était très théorique? Je pense que globalement, il y a une partie dans les études qui est quand même assez théorique. Ce qui m'a servi le plus, c'est de mettre, vraiment se faire ce parallèle en ce qu'on apprenait, mais surtout les opportunités professionnelles qu'on avait en parallèle. Et ce que tu as quand tu es à Dauphine, moi j'ai très vite basculé, dans de l'apprentissage. Donc en réalité, mes années d'études, c'était, être dans des boîtes. Et voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Dans tous les cas, j'ai besoin de découvrir l'univers pour me l'approprier. Et donc, ce que je retiens le plus, c'est, ces expériences à mi-chemin entre les études et les pas que tu mets dans l'entreprise et qui font que ouais, là, tu te formes et tu découvres en tout cas ce qu'est le monde de l'entreprise. Et pour Ouais, ça, Dauphine est fort pour créer ses ponts. et toi, tu avais Vraiment. de l'avance en plus parce que tu avais quand même ce restaurant dans lequel tu étais depuis que tu avais 16 ans et en Ouais, parallèle, les études donnent quand même pas mal de temps, ouais. pour vivre tout simplement. Donc ouais, tu pouvais être pas mal impliqué dans le restaurant Ah pendant bah ces ça, années-là, ouais. j'ai été plus qu'impliquée. Encore une fois, c'était tu touches à tout, tu sais pas nécessairement ce que tu fais à ce moment-là, tu vois. Mmh. J'ai envie de te dire que c'est presque de la débrouille, tu découvres au Bien fur et à sûr. mesure de l'expérience. Mais ouais, avec le recul, tu te rends compte que c'est extrêmement formateur, que tu as compris l'importance des clients, que tu as compris l'importance de la rétention de tes serveurs. Mais sur le moment, tu te dis pas ça, tu te dis simplement, ok, donc on a un turnover, je fais comment pour faire en sorte qu'il reste, mais tu ne te dis pas, je suis dans une stratégie RH et en fait, je Ouais, réfléchis à la rétention, pas bien du tout. sûr. C'est marrant parce que moi, j'ai toujours eu le fantasme et le rêve de devenir très riche ou suffisamment riche pour pouvoir offrir une boulangerie à mes enfants quand ils auraient 16 ans, tu vois, ou C'est trop 14 ans. mignon, ok. Et leur dire, Pourquoi une boulangerie? voilà, vous avez les clés, maintenant vous apprenez la vie, vous vous Ah, ok, levez à ouais. 4 heures du matin pour vérifier Ouais. que le boulanger fait le taf, vous réglez les factures, vous apprenez comme ça le vrai métier de quartier, Une belle expérience de vie, ouais. ouais, voilà, le commerçant, l'artisan qui doit faire des choses. Donc, tu as vécu ça avec tes parents, quoi. Franchement, j'ai C'est eu quand la même chance vraiment de vivre incroyable. ça et dans un climat fou parce que, encore une fois, on peut pas meilleur climat de bienveillance que de monter une boîte comme ça avec ses parents. Et à nouveau, ouais, de découvrir ce que c'est d'échanger avec un client, ce que c'est la satisfaction, mais aussi l'insatisfaction, comment la fidélité se fait ou non. Et en fait, tu développes effectivement plein de réflexes que tu ne réalises absolument pas sur le moment. C'est qu'avec le recul que tu dis, ah ok, Et donc en qui fait, après te servent dans effectivement, ta carrière. Donc là, franchement, quand ouais. tu as fini tes études, tu as Ouais. fait quoi? Quand j'ai fini mes études, je suis immédiatement partie en VIE au Canada avec Areva, qui m'a proposé ce VIE à la fin de mon apprentissage. Et là, j'étais déjà en relation avec L'Oréal qui m'a suivi sur mon année au Canada. C'est assez drôle. J'avais un call, enfin, ils sont très forts hein, sur le suivi des candidats. Et donc, en fait, j'avais un recruteur qui m'appelait tous les 3 mois quand j'étais chez Areva. Et à la fin du VIE, il m'a proposé une opportunité à Paris. Et ça a été le début de presque 10 ans chez L'Oréal, du coup. 10 ans chez L'Oréal, Quasi, ouais. dans quel département? Je pense que j'ai à peu près fait toutes les divisions. J'ai démarré à la division des produits professionnels, puis j'ai touché à la division luxe, puis j'ai fait du corporate en relations sociales. Mais toi, tu Puis faisais quoi là-dedans? Alors moi, mon focus a toujours été talent management et people management, donc une grande casquette RH et people. Et ensuite, je suis passée de division en division sur du talent acquisition, donc du recrutement, des relations sociales, de l'accompagnement des talents sur leur mobilité. Je pense que j'ai fait un peu le 360 Rien à voir avec avec, l'investissement, là, pour l'instant. rien à Donc, voir avec l'investissement. entrepreneur avec ses parents et puis RH, Ouais. diplômé Ouais, dans les absolument. grandes entreprises. Mais donc, Ouais. c'est quoi, ça t'est venu sur le tard, l'investissement, ou ça t'intéressait Alors, déjà? ouais, l'investissement, c'est un peu comme l'entrepreneuriat familial avec mes parents. C'est vraiment une passion, mais perso, qui m'a été transmise par ma mère. Et en réalité, je commence très tôt. Ah, c'est ta mère qui Ouais, aime c'est ma mère. l'argent et les finances dans la famille? C'est ma mère qui gère les finances et Ah l'argent ouais, dans la d'accord. famille, déjà, ça, Ouais, c'est c'est ta certain. mère qui est du Honduras, c'est Ouais, ça? Et ton absolument. père aussi, donc Exactement. c'est Alors, une je question de sais pas si... culture ou... je sais pas si c'est culturel. Ce que je sais, en tout cas, c'est que ma mère a baigné elle-même depuis toute jeune parce qu'elle accompagnait elle-même le business de mon grand-père quand elle était au Honduras et que donc elle a mis ses pieds dans un monde que j'appellerais commerçant dès très très jeune. Ouais, donc gérer Euh, l'argent, c'était son truc, quoi. C'était Et complètement donc, son truc. l'investir aussi. Ouais, Alors- et en fait, nous, on grandit avec mon frère dans un monde où ma mère a ce réflexe de l'investissement locatif dans un premier temps, donc Ah, dans l'immobilier. La pierre. Ouais, la pierre. Comme 95% des Français. Exactement. Ça rassure, il y a un truc Exactement. qui existe, qui Ouais. est posé, ça va Et pas puis c'est logique, en disparaître. réalité, c'est ta première brique d'investissement. En général, le premier investissement des Français, c'est leur résidence Et principale. tu trouves que puisque- c'est
logique, rationnel, économiquement, en termes d'investissement, de commencer par de l'immobilier, d'avoir sa résidence principale? Toi, Euh, tu recommanderais ça à ta fille aujourd'hui? Ouais, 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 c'est intéressant comme question. On m'a posé la même sur BFM il y a quelques jours. Moi, je pars vraiment du principe, je pense qu'on en avait discuté, mais j'aime bien voir l'investissement comme une pyramide de Maslow, où en fait, de manière générale, on va se dire, bon, en fait, tu commences par les fondamentaux, donc tu commences par te sécuriser avant d'aller vers un peu plus d'épanouissement excentrique, je vais appeler ça comme ça. Et bien, pareil dans l'investissement. Donc moi, je crois qu'on doit démarrer par se sécuriser, avoir ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Donc, déjà commencer par les pannes de précaution, avoir idéalement un 3 à 6 mois de salaire pour se dire, bon, bah, en fait, j'ai de quoi subvenir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un événement. Et ensuite, évidemment, quand on commence à investir, ouais, moi, je conseillerais d'aller sur de l'immobilier, se mettre à l'abri, pourquoi pas démarrer sur de l'investissement locatif en se renseignant toujours. Puis ensuite, eh bien, petit à petit, quand on commence à avoir ce qu'on appelle des liquidités, eh bien là, commencer à s'intéresser, pourquoi pas à de la bourse, à de la crypto et aller de plus en plus vers le haut de la pyramide qui va amener plus de risques, mais plus de rendement potentiel. Et là, on se dit, bon, évidemment, il y a un risque de perte totale ou partielle du capital, hein, on se rappelle le SAMU de l'AMF, mais là, on se dit, c'est pas des liquidités dont j'ai besoin demain, et donc je suis prêt à jouer, entre guillemets, avec des actifs un peu plus sophistiqués. Et donc là, c'est de la crypto et c'est évidemment aussi du private equity qui est un peu mon Alors, cœur. je vais te challenger un peu sur Ouais, la résidence principale parce ouais, que je trouve que la réponse est un peu dogmatique. C'est-à-dire ouais. qu'on est un peu dans le fantasme de sa résidence principale qu'il faut absolument posséder très vite, etc. Je, à titre personnel, je l'ai fait, je vis Ouais. chez moi, tu vois. Mais d'un point de vue purement rationnel et purement économique, c'est pas toujours la meilleure solution, quand même, il me semble. C'est-à-dire que tu Tu vois, prêches une convaincue. Ouais, jeter de l'argent par les fenêtres dans ouais, un loyer, ce qu'on dit tous, bah, ouais. c'est pas faux. Attends autant que je mette ce loyer pour rembourser mon emprunt ou pour être propriétaire chez moi, Mm. quoi. Ok, sauf que quand tu es propriétaire, tu jettes aussi de l'argent par les fenêtres que tu ne jettes pas quand tu es locataire. Tu vois, les taxes, Mhm. les différents impôts que tu as à l'achat, à la revente, pendant la détention, hein, la taxe foncière, etc. Le coût de maintenance pour maintenir la valeur de ton bien immobilier, la rentabilité perdue d'autres investissements, parce que c'est de l'argent que tu mets là-dedans, que tu vas Que pas tu mobilises, que mettre tu mets ailleurs, autre part. le Ouais. coût d'opportunité, tu vois, Mm, mm. c'est de se dire, bah, j'aurais pu avoir plus de performance, etc. Et dans un contexte où le prix de l'immobilier aujourd'hui, en 2026, c'est pas comme acheter de l'immobilier en 2005. Tu vois. Ouais. En 2005, tu as quand même forcément une croissance qui est beaucoup plus forte de la valeur du foncier. À Paris, la valeur, elle est déjà quand même assez élevée, ou dans les grandes villes. Ouais. Tu as une rentabilité derrière qui est pas incroyable. Si tu fais du 3, 4, 5%, Mm, c'est mm. vraiment une belle Ouais, une réussite belle perf. Ouais. immobilière, tu Mm. vois. Donc, je me demande si aujourd'hui, avec tous les nouveaux modes d'investissement qu'on voit, bah, tu peux aller sur un ETF, tu peux Mm. mettre effectivement en private equity, tu peux investir sur d'autres supports, même de l'assurance vie, même tu vois, des obligations américaines ou quoi que ce soit. Est-ce que le choix de la résidence principale est systématique ou Ouais. pas? Alors, je comprends, hein, la sécurité, Mm. c'est se mettre un toit sur la tête, c'est se dire, bon, en cas de problème. Il y a un autre énorme défaut de la résidence principale, et ça, les gens doivent absolument l'entendre, c'est le jour où tu vas la vendre, par définition, tu iras dans un bien qui est moins bien. Mhm. Parce que tu vas la vendre 100 000 euros, et quand tu vas acheter pour 100 000 euros ton Oui, prochain bien, tu auras des bien taxes évidemment. qui fait que tu auras un Et appartement qui accessoirement, vaut, potentiellement, les prix ont aussi augmenté. qui vaut donc. 92. Mais à la limite qu'ils augmentent. C'est-à-dire Ouais. que tes 100 000 euros, ils vaudront, tu vois, qu'importe. Mais le jour où tu le vendras, tu auras une maison ou un appartement nécessairement qui a moins de valeur. Parce Ouais, que ouais. tu vas devoir payer les nouvelles taxes. Et comme tu payes encore 7%, ces 7%-là, bah, ça n'intègre pas la valeur de l'appartement en question. Ouais. Donc c'est là où il y a quand même une perte financière qui n'est pas négligeable, je trouve, en Ouais, devenant propriétaire en plutôt que fait, locataire. tu prêches une convaincue. Moi, ma réflexion, elle est un tout petit peu différente. Elle n'est pas de dire que tu dois acheter nécessairement ta résidence principale, elle est que tu dois te mettre à l'abri. C'est assez différent. Tu prêches une convaincue parce que moi, mon premier modèle, ça a été l'inverse. C'est justement que j'ai investi dans du locatif parce que c'était plus intéressant pour moi de louer le lieu où je vivais et d'acheter en parallèle pour mettre en locatif. Ah ouais, Pour une raison. explique cette... Ouais, il y a une mécanique assez simple qui est que, en fait, tout dépend de la situation de chacun. Donc, en ça, je te rejoins complètement. En fait, en fonction de tes moyens, tu as la possibilité potentiellement, avec l'épargne et aussi
aussi le montant que tu gagnes, c'est une question de revenus, de potentiellement vivre dans du plus grand en ayant, tu vois, un prix de location plus faible et en parallèle faire jouer ton levier de dette sur un achat. C'est ce que j'ai fait. Donc, je te rejoins à 12 000 %. Mon point, il est simplement de se dire, mettez-vous à l'abri. C'est ça que j'appelle le bas de la pyramide. Pas nécessairement acheter votre résidence principale, parce que tu peux aussi faire des bêtises et acheter et t'endetter. Et tu as raison, et ne plus du tout, en l'occurrence, diversifier parce que tu as tout mis dans ta résidence principale. Alors là, je pense effectivement à titre personnel que c'est une énorme bêtise. Mais en revanche, se mettre à l'abri en se disant... Eh bien, évidemment, moi, je regarde mon patrimoine aujourd'hui, j'ai cette possibilité. Quelles sont les options qui s'ouvrent à moi? En tout cas, il faut se poser la question de la résidence principale. Il serait assez dommage, selon moi, d'aller diversifier et prendre des risques quand même sur l'investissement dans des liquidités qui sont quand même assez risquées, encore une fois, sans être capable de répondre à la question: est-ce qu'aujourd'hui, je suis quand même à l'abri sur mes premiers investissements? Et pour moi, les premiers investissements, eh bien, j'irais quand même viser un rendement un peu moindre, quitte à se sécuriser un tout petit peu plus. Alors, ça ne veut pas dire aller se mettre tout dans le livret A et perdre de l'argent chaque année. Non, non, mais ce que tu dis est vraiment Mais- intéressant, c'est que tu as aussi un enjeu de confort à devenir propriétaire. C'est Absolument. que souvent, tu es mieux logé. Admettons que tu aies un budget de 1 000 € par mois. Est-ce que c'est 1 000 € de loyer? Est-ce que c'est 1 000 € de remboursement d'emprunt? Si c'est 1 000 € de loyer, tu auras plus grand que Exactement. si Et c'était souvent, les 1 000 personnes ne € réalisent d'emprunt. pas ça. Bien sûr. Exactement. Donc tu Exactement. vas aussi vivre dans plus petit, tu auras Oui. peut-être une chambre en moins, tu auras peut-être Absolument. un bureau, quoi que ce soit, que tu n'auras Ouais. pas, une petite cuisine, parce que tu as voulu être propriétaire. Donc c'est aussi un choix de Exactement. se dire, en termes de confort de vie, vers où est-ce que je vais? Autre point, on va pas faire un débat sur la résidence principale, mais tu parles de liquidité. Ouais. L'immobilier est beaucoup moins liquide mais c'est- que ton ETF. Ah oui, c'est Ton certain. ETF, tu rentres, tu Mm. sors, alors tu peux avoir un petit peu de frais, beaucoup moins qu'en immobilier, Ouais. mais c'est une épargne pour moi qui travaille et qui est disponible. Mm. L'immobilier, le Ah bah, c'est jour où sûr tu que décides de le mettre sur le marché, il est rigide. tu vas pas le vendre comme ton Bitcoin Ouais. en 3 minutes sur ta plateforme, tu vois. Donc, faut que tu attendes 3 mois, 6 mois, puis il y a le notaire qui va te mettre en place, c'est encore 3 mois, puis le droit de préemption de la mairie, etc. Donc, on se dit, ouais, quand même, ça rassure, notamment par rapport au private equity, où on dit, oh, le private equity, c'est pas liquide et tout. Tu vends, je pense, plus facilement aujourd'hui des parts de Revolut que que Bah, ton appart à Paris, tu j'ai vois. envie de te dire que tu prêches une convaincue. Je pense que le côté pierre, et d'ailleurs, encore une fois, moi, j'ai grandi avec ma mère qui me parle d'immobilier, et aujourd'hui, je fais que du private equity. Donc, tu vois, clairement, mais tu as raison. Effectivement, demain, c'est beaucoup moins liquide que d'investir dans l'immobilier qu'effectivement d'être dans le private equity. Maintenant, c'est moins rassurant, effectivement, parce que tu as ton appartement, tu as de la pierre, c'est tangible. Alors qu'en face, tu as une ligne de code, un bout de papier, tu le Exactement. vois Et là, pas, tu te dis, c'est mais qu'est-ce que ça juridiquement. vaut? Et j'ai Ouais, pas bien la sûr. main dessus. Ouais. En tout cas, pas nécessairement à titre personnel. Donc ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que l'immobilier a ça de très rassurant, quoi. Je trouve l'aspect psychologique de dire, ah oui, je le vois, c'est là, je suis dedans, Ouais, c'est de la c'est pierre. chez moi. T'as le confort, tu vis dans plus petit, mais aussi t'as pas le problème d'être locataire, imposer la couleur de tes murs par un Ouais, propriétaire ou quoi tout que à ce soit. Il y a une certaine liberté Bien aussi sûr. à avoir Sauf, son chez sauf, soi, sauf c'est la sûr. copropriété. Alors là, c'est C'est encore un autre sujet. un autre problème énorme. Ça pourrait être un autre D'ailleurs, tu débat. disais, avec ta mère, vous commencez à investir assez jeune. Alors. Ouais, on commence à investir assez jeune. Je te dis vraiment sur le modèle dont je te parle, c'est-à-dire que elle-même, en réalité, nous, on loue, mais on est propriétaire Ouais. par ailleurs. Alors, je dis nous au sens famille du terme. C'est et toujours moi- en famille. On fait un resto en famille, Ouais, on à ce achète moment-là, en on est en famille. famille. Mais quand j'ai mon premier salaire chez L'Oréal et que j'entre pour un démarrage de 10 ans, j'ai ce réflexe, je vais dire un peu transmis par ma mère, qui est bon, du coup, j'ai mes premiers salaires, je vais investir, évidemment. Je vais Donc, faire ça un me fait emprunt. hyper C'est naturellement. l'avantage de l'immobilier, c'est que tu peux aussi emprunter très facilement. Exactement. Et ça, alors c'est quelque que chose tu qu'il faut peux avoir pas en le tête, c'est faire qu'on dans peut d'autres, faire un effet de levier hyper évidemment, fort. Ça, c'est quand évidemment. même le truc magique, entre guillemets, quand on a ses Hyper premiers, fort, hyper fort. Attention, c'est moins simple que ça. Aujourd'hui, tu empruntes à Ouais, 4%. c'est pas les mêmes taux. Ton D'ailleurs, c'est immobilier, magnifique. Moi, j'avais il- emprunté à 0,9. Je le dis, c'est magique. Je pense que ça ne se reproduira plus. Il faut garder ce Mais j'ai prêt. emprunté. Faut jamais le Je te rembourser. confirme, je l'ai toujours. Faut jamais le rembourser. 0,9, c'est-à-dire que c'est. Non, alors là, tu as un effet de levier parce que tu gagnes forcément sur la différence de Exactement. l'appréciation de la valeur de ton Exactement. bien, de la rentabilité, etc. Ouais, c'est Donc, clair. du coup, moi, j'arrive. Alors, effectivement, les taux sont drastiquement bas. Et donc, j'ai fait un effet qui est de levier qui est Donc là, tu achètes merveilleux. quoi? Et là, j'achète un studio Ok. à Qu'est-ce que Lille. tu faisais avec ta mère avant déjà? Ouais, absolument. Ma mère, Elle on achetait à faisait à Paris, titre ta mère? Elle familial. achetait où ta mère? Ouais, principalement à Paris, un Ok. petit peu à Lille aussi, parce qu'on a de la famille là-bas, donc dans le D'accord. nord de la France. Et on a déjà constitué une SCI au niveau familial pour un peu simplifier les futures transmissions. Organiser là. Ouais, ma mère, je te dis, c'est vraiment un sujet qui lui parle. Et donc, quand je démarre, j'ai cette chance, entre guillemets, d'avoir ce pied à l'étrier.
Et donc je pense que je reproduis un peu, classiquement ce modèle et donc j'ai investi, dans des studios, Plusieurs? ouais, à Lille, T'en achètes dans un combien? premier temps. Ouais, j'en achète 2 dans un premier temps et puis l'idée c'est d'en acheter un toutes les 2 ans, puis je fais des opérations type, j'imagine que certains ont entendu parler, mais des Pinel, des investissements qui, me permettent aussi d'optimiser la fiscalité. Catastrophe le Pinel, non, Alors alors? moi, il s'est très bien Eh, c'est passé très de bien passé ça, ça a été tellement décrié. Tu acheté, Ah tu bah, écoute, surpayais un truc, moi pas du tout, j'ai eu de ah la ouais? ch moi j'ai vraiment eu de la chance et j'ai, franchement j'ai fait, 2 investissements, exceptionnels, en plus extrêmement bien placés, mais après j'ai l'impression que ça a été, effectivement décrié parce qu'il y a eu une phase et J'invite ensuite les ça a gens en commentaire à explosé. nous dire s'ils ont été victimes du Pinel ou Ou non! gagnants. Je J'ai fait pense qu'on du aura des déficit foncier commentaires, aussi, bah, c'est probable. ouais, le J'ai fait du déficit. déficit foncier, ça a été Tu nous magnifique expliques le aussi, déficit foncier, ça fonctionne comment? bah, en gros, moi, typiquement, le premier exemple que j'ai fait, c'était un bâtiment qui était une ancienne mutuelle, qui était réhabilité pour en faire des appartements. Et donc là, c'était à nouveau un studio au rez-de-chaussée qui était transformé en petit duplex. C'est vraiment des toutes petites surfaces. Et donc, en fait, ça me permettait de défiscaliser le montant des travaux qui représentait plus de Mais deux c'est toi tiers de qui la faisais les surface. travaux ou c'était Non, non, pas du le tout. C'était structuré par OK. mon oncle, qui est le frère de ma. Enfin bref, Ah, je, c'était je ton père, donc c'était m'enfonce. en Mais... famille quand même, c'était Ouais, pas en tout cas, un j'ai pareil, pied à l'étrier mis dans la ah oui famille. d'accord et c'est lui qui va faire les travaux, qui Alors va c'est lui orchestrer qui tout est ça? c'est pas lui qui fait les Enfin, il travaux, mais c'est chapeaute lui qui le bien chapeaute sûr, le sujet, ouais, il fait pas la absolument. maçonnerie, mais Ouais, ouais, d'accord et donc toi ça là, donc tu as des charges, ouais, tu payes, les ouvriers, tu payes l'électricité, tu payes tout ça et ça vient en déduction des revenus futurs que tu ouais, auras ouais, sur tes absolument. loyers, donc tu payes pas d'imposition sur ces revenus-là. C'est Exactement. l'intérêt du Ouais, déficit foncier. exactement et du coup ça, entre guillemets, Pendant «se quelques tourne tout années, tu seul». Ouais. as un loyer sans imposition derrière, quoi. Ouais, absolument et donc en fait, ben, voilà, c'est le classique de l'investissement locatif. Mon prêt se «rembourse» entre guillemets tout seul, puisque du coup j'ai des rentrées. Mon appartement se loue, il est juste à côté, d'une école et donc j'ai des étudiants, constamment qui le louent et c'est comme ça que je découvre l'investissement donc très tôt effectivement, dès que j'ai mes premiers salaires, hein, littéralement, je commence à investir et je le fais, petit à petit, au fil des années. Ça c'est ma première, c'est mon 1er lien avec l'investissement que j'ai, avant de découvrir, là vraiment moi toute seule entre guillemets, le private equity et plutôt avec des copains. Mais alors attends, c'est quoi là, tu continues à acheter, de Ouais, l'immobilier ouais, en étant, salarié chez, ouais, L'Oréal, donc tu as la vie, assez classique, tranquille de la fille qui a ouais. fait des études supérieures, qui gagne bien sa Mmh. vie, qui investit, tout va bien. À quel moment ça déraille? Qu'est-ce qui s'est Comment ça, à passé quel là? moment ça Qu'est-ce qui déraille? s'est passé là? Pourquoi t'as quitté L'Oréal? Pourquoi t'arrêtes d'investir Crise dans l'immobilier? existentielle, qu'est-ce qui s'est passé? Pas Tu du tout. quitté le bon côté de la force, tu étais sorti de tu vois? Tu as Heu quitté, la défense pour aller, En plus, j'ai tout fait chez L'Oréal, hein. J'ai fait Clichy, j'ai fait Levallois où Ah on est ouais, aujourd'hui, j'ai fait Paris, enfin bref, j'ai fait rue Royale. Non, non, ce qui se passe, c'est tout l'inverse, c'est que je découvre un monde nouveau, qui est l'investissement dans le no-côté. Pour moi, c'est OK. l'ouverture d'un monde et c'est encore comme ça que je le vis aujourd'hui et comment je le découvre? Avec des copains et via le réseau, aussi basiquement que ça. Et d'ailleurs, via des copains de chez L'Oréal initialement. OK, donc il y en Heu a qui se passent, des pilules d'ecstasy et toi, c'est des dossiers pour, investir dans des trucs, Donc j'investis dans n'importe quoi et évidemment ça ne fait aucun rendement, c'est faux. Non, non, mais franchement, c'est c'est mais donc c'est tu as aussi des amis, ouais, qui te parlent d'opportunités d'investissement, ouais. comme ça, Alors en fait, franchement de façon hyper basique, hein, ça se passe, en after work, tu discutes OK. avec des copains, on se parle un petit peu de d'investissement. Moi je parle de ce que je Là, c'est pas connais. professionnel encore, Hem, là, c'est juste, tu es c'est du encore, réseau ouais. OK. Alors c'est du réseau pro parce que je les ai rencontrés Oui, chez tu mais L'Oréal, d'accord, mais mais c'est devenu des mais toi, copains, c'est pas ouais. une activité professionnelle Pas du tout, d'investir là-dedans, c'est absolument tu pas. te dis: «Ah bah oui, j'ai quelques apparts, Ouais, ça me exactement, va, dans quoi d'autre j'investis?» exactement. Tu faisais un peu de bourse ou Non, pas du non? tout. Pas du Je tout? démarre aussi à ce moment-là. D'ailleurs, je démarre, un peu de bourse, un peu d'ETF et le private equity et OK. parce qu'effectivement, en parlant avec vraiment Tu veux basiquement, en parlant avec des diversifier ton copains, je truc, me quoi. dis: «Ah bah cool», eux me parlent de leur rendement. Je me dis: «Ah bah je m'y OK. suis jamais intéressée». Alors c'est quoi en Et privé c'est quoi les premiers deals, les premiers trucs là alors que tu les vas faire? premiers er deals que je fais en private equity, sont catastrophiques. J'investis dans des startups Ah ouais, 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 effectivement. de copains, justement, À quelle sans époque? connaître grand-chose au sujet, en me disant: «Ah bah, c'est trop bien cette histoire, elle me parle vraiment» et évidemment, on me dit: «Bah, c'est super, tu vas faire des super rendements. Cette boîte, elle a une trajectoire folle, elle vient juste de naître». Alors soyons très clairs, au début, je sais pas du tout ce que c'est, le pré-seed, le seed, je sais juste que c'est une boîte qui démarre C'est en quelle année là? et ben là, on est en deux alors attends, on est en 2014.
14 à peu près, je pense. D'accord, donc c'est des potes qui lancent des boîtes Ouais, et que toi qui exactement. avais vu tes parents entrepreneurs, tu te dis: «Bon, bah, ça Ouais, c'est fonctionne les cool. boîtes, ça Ouais, peut marcher». exactement. C'est Ça peut pareil de lancer un exploser. restaurant que de lancer une application pour, faire je sais pas Exactement. quoi. Et puis j'ai des copains qui me disent: «Bah, c'est canon, tu peux mettre un ticket, franchement le rendement cible c'est Donc là, ça» tu y et vas à je la tente. fleur au fusil, Ouais, je mets des petits tickets, tu ouais, vois? tu vas Mais pas je prendre un tente. risque, tu mets Voilà. combien là? Je mets vraiment des petits tickets de 5 000 à l'époque, mais OK. c'est déjà ouais, c'est une belle C'est somme pour moi, ouais, mais c'est un mois de salaire ou plus quoi, ouais, ouais, donc ouais, mais je me dis, tu vois? Et en fait, on a la chance chez L'Oréal, il y a le salaire, puis à côté, tu as de l'intéressement ah, tu participation. avais des parts, de Ouais, L'Oréal, côté, c'est ça, c'est tout le temps de l'intéressement participation, dont une Ouais, bonne partie que tu peux placer effectivement dans les actions d'accord. L'Oréal. Et donc, bon, j'avais déjà ça, déjà typiquement, mais je tente un ou 2 petits tickets, et ça s'avère, hein, d'ailleurs, je le fais le long story short, ça s'avère pas du tout être des bons investissements. Et d'ailleurs, moi, je suis absolument pas une fan d'investissement dans les startups de manière générale, et encore moins quand c'est très, très peu structuré comme ce que j'ai fait moi comme erreur à l'époque, parce que, ben, Bah, là, voilà, tu ouais, tu as fait l'erreur du débutant quoi, qui ouais, se j'ai lance, complètement qui fait l'erreur du débutant, sur des qui sommes que démarre. tu pouvais perdre, Ouais, tu as pris exactement. un Ouais. risque La bonne nouvelle, excessif, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est que je savais que je Mmh. pouvais le faire, je savais que c'était risqué. En revanche, en revanche, évidemment, je connais pas du tout assez le domaine à ce moment-là. Elles faisaient quoi les boîtes? Alors tu en avais une qui était, alors c'est drôle parce que ça va te relier un petit peu à mon restaurant, mais qui voulait développer une chaîne. Alors je vais pas les citer parce qu'en plus les 2 n'existe plus aujourd'hui. Tu as une qui voulait développer une chaîne On sur un concept que je trouvais franchement canon, mais qui a pas réussi C'était à quoi le détrôner le concept? marché. Enfin, c'était un concept de bar, un peu illimité, qui était très cool. C'est Tu vois vraiment vraiment que c'est des l'idée investissements quand tu es sortie du jeune, chapeau. tu vois? Ouais, alors c'est de all inclusive, Et d'abord, franchement, en réalité, le concept était pas bête. Il allait s'inspirer d'un modèle anglo-saxon, mais ils ont été beaucoup trop lents en réalité dans le ouais. développement. Et le deuxième, en fait, c'était dans un monde un peu différent, mais qui était plus pour le coup lié à un concept d'agriculture. Mais pareil, ils ont été C'est vraiment. de la tech? Parce que c'est pas tellement tech le premier c'était, Non, le deuxième, oui, c'était dans la tête. Dans le OK, premier, pas du tout. d'accord. Et non, et puis c'était un monde qui me parlait à titre perso. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, avec le recul, Là, tu on prends des peut. précautions ou pas? Tu signes un pacte d'actionnaires, Ouais. Non, non, je fais tout ouais, calcules proprement. Non, non, mais tu je fais déjà un tout certain proprement. niveau de compréhension du truc Bah, alors? parce qu'en fait, je dirais pas que je suis à un certain niveau de compréhension. À ce stade-là, je suis de 1 très jeune et 2 je fais confiance à des copains. Et du coup, Ah c'est oui ce que donc j'appellerais un non-conseil pour les personnes qui nous mmh, écoutent aujourd'hui. On n'investit pas pour suivre des copains. mmh. En fait, on va revenir probablement sur l'éducation financière ensuite, mais moi, effectivement, j'ai fait cette erreur. J'ai suivi des copains et c'est pas qu'ils m'ont mal orienté, je veux dire, c'est ma propre responsabilité, mais en fait, à un moment donné, investir, ça nécessite un minimum de s'intéresser au sous-jacent. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? De quoi on se parle? Est-ce qu'on parle à des professionnels en face? Enfin voilà, il y a quand même un minimum de connaissances à avoir. Moi, encore une fois, je suis jeune, j'investis et je trouve le modèle cool. Là, demain, si je le fais, bah, évidemment, j'ai switché de monde. Mais surtout, si je le fais, je me dis c'est de la love money. Peut-être que je soutiens un copain, mais je sais que potentiellement c'est de l'argent que je vais perdre, mais j'ai envie de le soutenir parce que je Mmh. trouve son projet hyper intéressant. Mais par contre, aujourd'hui, j'investis absolument pas dans des startups pour me dire que je vais gagner de l'argent parce que j'y crois pas du tout. C'est Ouais. vraiment, j'y crois, mais alors pas du tout. Non, non, mais Donc, c'était, une forme d'investissement supplémentaire ouais, sur à une ce moment-là, je petite partie de ton diversifie, je suis jeune, patrimoine j'essaye, tu et vois? puis c'est aussi l'occasion peut-être, d'apprendre aussi, Ouais. tu vois? On Bah, ça a apprend de été ses ouais, erreurs c'est et le meilleur apprentissage en réalité, c'est que à la fois ces 2 investissements sont pas les bons, et à la fois c'est ce qui m'ouvre au monde du non-coté ouais, et comme je ça suis très curieuse, je commence à me passionner du tu domaine. payé ton ticket d'entrée en Ouais, fait, donc exactement. J'ai payé 10 000 € pour m'intéresser au non-coté. Je m'en souviens encore aujourd'hui parce qu'en même temps tu dis quand même, c'était une belle bêtise, et en même temps à est-ce que partir de là, c'était je une m'y bêtise? intéresse. Pas forcément une Oh bêtise, quoi. C'était non pas mais tu un vois quand il investissement génial, mais c'était pas mais quand tu y penses, tu trouves ça un peu stupide, tu vois? Tu te dis: «Mais attends, mais j'y connaissais rien, pourquoi j'ai mis 5 000 €?» il y en a qui mettent 10 000 € dans des choses bien plus stupides encore, donc C'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, aujourd'hui, tu vois, je monte carré en disant, «Ah bah, en fait, l'argent tombe pas du ciel et ouais, donc bah, prenons l'argent au sérieux et faisons en sorte que quand on investit, on sait de quoi on se parle et on veut le faire fructifier et on a les éléments pour se positionner». Bah, je le fais aussi un peu en pied de nez à ce que j'ai fait moi-même quand ouais, j'étais plus jeune, bien tu vois? sûr, c'est pour éviter à d'autres de faire ces erreurs-là. Ouais, 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 OK, ouais, donc là, tu as exactement. investi dans ces premières start-up, Ouais, PME et cetera. Ça marche pas trop, tu es ouais, encore salarié. ouais. Il se passe quoi après? Et bah, il se passe que, je m'intéresse vraiment au domaine, OK, tu as et donc vraiment aimé ça, quoi? ouais, j'ai vraiment aimé, je le fais et il se passe à peine quelques années avant que, bah, je sois, pour le coup, exposée au late stage, parce que là, j'investis dans des startups, c'est les premières choses dont on me parle. Entre-temps, bah, quand je te dis je m'y passionne vraiment, c'est-à-dire que je creuse complètement le domaine du private Ouais. equity. Bah, Je c'est je beaucoup plus riche que l'immobilier, ah, quoi. Toutes ces aventures c'est un humaines, monde à part. Je c'est rencontre je suis tellement curieuse que je rencontre des fonds, je demande à des ah copains de ouais? m'introduire. Ouais, ouais, vraiment,
je découvre. Je me souviens qu'aux États-Unis, un des premiers fonds que je rencontre, c'est Alpha Partners, avec lesquels aujourd'hui je travaille énormément, c'est drôle. Et en fait, Tu les rencontres comme ça. je rencontre via un copain Ok. qui, lui, est parti faire. Enfin, l'histoire est bête, mais lui a fait son VIE aux États-Unis. Lui connaît Alpha, connaît extrêmement bien les fonds. Moi, je sais pas du tout ce qu'est un fonds d'investissement. Et en fait, je les rencontre, j'échange avec un mec que j'adore. Et d'ailleurs, on est vraiment toujours en contact aujourd'hui. C'est vraiment un copain. Et en fait, je me passionne pour private equity. Je me dis, attends, mais c'est génial, il y a un monde à part entière. Les performances sont folles. Bon, bah, pas particulièrement dans les startups, mais en tout cas, les performances sont folles. Et donc, bah, je continue à m'y intéresser. Puis, je finis par mettre des tickets, et notamment sur des très grosses boîtes. Là, évidemment, c'est plus les années qui suivent. Et donc, bah, je mets des tickets notamment sur Anthropic, je mets des tickets sur Grok. Mais là, c'est des tickets un peu attends, plus ça, gros. c'est bien après, ça, non? Bah, c'est bien après, ouais, c'est il y a quelques années, là. Hein, Ah oui, il y a d'accord. quelques Mais années. attends, t'as eu d'autres aventures quand même entre-temps. Ah bah, ou- entre-temps, je continue d'investir. Je Ouais. touche à la bourse. Je D'accord. continue de faire du private equity, mais je vais sur du plus mature. Ouais, d'accord. J'investis sur de la PME, Et t'as je quitté touche à L'Oréal à ce moment-là, l'ETF, alors et je suis toujours chez L'Oréal. D'accord, mais quand Ouais. est-ce que tu quittes L'Oréal alors? Je quitte L'Oréal 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, et je rejoins Back Market. Ah ok, tu rejoins une startup, Une justement, scale-up, une du coup. grosse startup. Ouais, quoi. après l'expérience corporate, je suis chassée entre guillemets par Back Market. Et là, il m'approche avec le change et Canon. On est environ 400. On est en plein scale. On veut être à 650 d'ici 2 ans. Il y a Et toute toi, une équipe à monter. T'étais en RH, donc Ouais, c'était je trouve génial. ça génial. Ok, trop bien. J'ai ma curiosité qui s'active. J'ai fait le grand groupe, ça fait 10 ans. Je me dis, c'est l'occasion, c'est Canon. Donc d'aller tu vois faire une autre chose. grosse, une société petite en très forte Ouais, croissance, en très forte croissance. grosse maturité qui lève beaucoup d'argent à Ouais, l'époque. qu'il lève beaucoup d'argent. Tu sais, des c'est centaines cette de phase où millions. on entend. Je crois que c'est vraiment le moment où le mot licorne se démocratise. sûr. Avant ça, personne ne sait ce que c'est. Et là, bon, bah oui, une entreprise qui est valorisée plus d'1 milliard, Canon. Moi, j'y vois plus d'impact. Ouais. Comme c'est quelque chose qui est très fort pour moi, je me dis, ouais, je me rapproche de la t'as direction. un rôle important plus que L'Oréal où t'es plutôt un rouage dans un truc déjà très complexe. C'est ça, j'ai évidemment j'ai eu cette chance, franchement, d'évoluer vite chez L'Oréal, mais en réalité, ça reste un grand groupe, c'est 100 000 Avec ou sans personnes. toi, il n'y a pas une grande différence. Ouais, à la fin, ça tourne, exactement. quoi. Ouais. Et là, je me dis, j'ai envie d'avoir plus d'impact. La scale-up m'anime complètement. J'ai beaucoup d'énergie, donc je me dis, voilà, là, il y a quelque chose qui résonne, tu vois. Et tu restes combien de temps? Et j'y reste 2 ans et demi. Ok. Et je vis, j'allais dire, le scale et, et l'inverse. Ah ouais, parce qu'ils ont dû après. Ouais, il y a eu vraiment cette phase où, tu vois, mon équipe monte jusqu'à 24 personnes, où j'ai une belle team, tout explose. Enfin, vraiment, T'as la tête de la team RH, toi. Ouais, absolument. Ok. Mais sauf qu'après, Combien d'employés au total dans la boîte? à ce moment-là, quand je démarre, on est environ 400. Et C'est énorme déjà d'être RH d'une boîte de 400 ouais, personnes. c'était vraiment une belle aventure. Et quand j'en sors, non, pas quand j'en sors, mais 1 an et demi après, c'est 650 personnes. Donc ça Vous scale recrutez très, très 200 fort. personnes, Ouais. Ah ouais. Incroyable. Donc franchement, c'est une merveilleuse aventure. Et ce que je vis, et franchement, ça aussi, c'est merveilleux, même si c'est beaucoup plus difficile à vivre. Après avoir vécu le scale, je vis un moment beaucoup moins drôle qui est, tu sais, il y a Summer Heat de la tech. Ouais. Et là, il est licencié au contraire. Ouais, mais- là, on passe sur un PSE. Donc vous êtes de 400 à 600 Ouais. et vous redescendez à combien? Et on en repère en moins 80, j'irais. Ok. Mais le mindset est difficile. Honnêtement, c'est des périodes qui sont très Il y a un difficiles en PSE people. carrément, ouais. Ouais, il y a un PSE. Il y a de c'est- vraies difficultés c'est- financières Ouais. qui. Ouais, et puis tu vois, une volonté. Après, Back Market, c'est vraiment une Ah boîte oui, très t'étais de saine. l'euphorie à. Une période beaucoup moins fun, où là, t'es, tu vois, margin booster, tu vas vraiment te refocus sur la rentabilité, les actionnaires. Tu vois, ça aussi, c'est un moyen pour moi de découvrir de mon côté, c'est tout bête, mais je découvre une scale-up de l'intérieur. Dans ces moments de gloire et Dans ces moments de gloire comme dans ces difficiles. moments plus difficiles. Et là, tu vois quand même que, à la fois c'est l'euphorie, à la fois tu vois que dans des moments difficiles, la solidité d'une scale-up est pas du tout la même que celle d'une start-up. La start-up s'effondre et meurt, et d'ailleurs c'est un moment où on voit beaucoup de start-up s'effondrer. À l'inverse, la licorne passe par des moments difficiles, mais j'ai envie de dire traverse la tempête et en ressort, en réalité, grandit. Et Back Market va très bien aujourd'hui. Ah ouais, Back Market va beaucoup mieux maintenant. Ouais, beaucoup mieux, même si cette phase est pas drôle, et bien je suis sûr. plus que Et concernée. pourquoi parce ils que je avaient suis en trop face de l'équipe. embauché? C'était quoi? Le marché n'était pas là? Non, je pense qu'il y a un marché qui évolue, qui est beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus difficile à ce moment-là. Et je crois aussi qu'on sort d'une phase où tu l'as forcément vécu, mais L'argent était facile. exactement, les on pensait qu'on allait valorisations toujours étaient grandir et tout. lunaires, Ouais. complètement déconnectées de la réalité du marché. Franchement, à ce moment-là, moi, je vis un petit peu comme... Je trouve ça extrêmement drôle. Chaque semaine sur LinkedIn, il y a Il y l'annonce avait d'une nouvelle une licorne. ouais, bien sûr. C'est exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire que c'en est presque devenu une blague. Chaque semaine, une nouvelle C'était licorne. juste en 2021, 2022, Exactement. juste avant l'élection présidentielle. Ouais.
Et donc, c'est l'euphorie complète. Une nouvelle licorne, une nouvelle licorne, une nouvelle licorne. Bon, très bien, l'argent était un petit peu trop facile, les Ouais. levées s'enchaînent. À un moment donné, retour à la réalité, à un marché qui se normalise, j'ai envie de Ouais. dire, et tant mieux. Et toi, tu quittes Mais la boîte alors? je quitte pas la boîte à ce moment-là. Moi, je traverse Ouais. vraiment Ok. cette phase qui est moins fun. Ouais, effectivement, j'ai des moments qui sont plus difficiles humainement, honnêtement, avec les équipes. Mais non, je passe vraiment la phase. J'ai la chance vraiment de pouvoir accompagner aussi les personnes de mon équipe dont j'ai dû me séparer. Donc ça, c'est au moins, c'est les accompagner dans la suite de leur aventure. Donc c'est plutôt cool. Mais non, je reste. Et ensuite, je suis contactée par Tudigo qui, là, me chasse aussi. Et c'est comme ça que du grand groupe à la scale-up, je rejoins une startup. Qui fait de l'investissement pour le coup. Qui fait Là, de son métier, parce que l'investissement Back Market, son dans métier, des startups. c'était de reconditionner des outils informatiques. Et là, Absolument. Tudigo, c'est vraiment de l'investissement. C'est de l'investissement de mon côté dans des startups. Ouais, ok. Voilà. Et donc, Tu restes combien de temps là-bas? Pareil, je reste 2 ans aussi. Ok, très bien. Et donc Euh, là, tu dis, ah, ça, j'aime bien. Là, je Là, me il y a un dis, truc qui est ouais, différent. exactement. Là, je me dis, ok, c'est cool. Franchement, ma première impression, c'est j'aime beaucoup l'impact. J'aime beaucoup me dire que je suis dans l'économie réelle, que je touche à l'économie réelle. Je fais un point avec mon expérience personnelle qui est, je me souviens il y a quelques années de chercher du financement pour le restaurant de mes parents. Et bien là, je vais aider des startups à trouver leur financement et à passer un cap de développement. Et donc, ça me parle beaucoup à titre personnel. Donc, quand je me lance dans l'aventure, honnêtement, ouais, l'ADN me parle beaucoup. Et quand bien même, moi, mes investissements dans les startups n'ont pas été pas très positifs, T'en as on va fait que dire. 2 toujours à ce moment-là? T'avais arrêté Ouais, ou... non, j'en Ouais. ai fait un ou deux autres, mais alors j'en suis pas sortie, mais en tout cas, elles ne se sont pas effondrées. Ah, donc c'est encore dans ton portefeuille, c'est pas Ouais, mal. c'est Ok. encore dans mon portefeuille. Ça, Mais c'est la j'en valeur suis pas s'est sortie. appréciée un peu? Il y a... Ouais, Elle je va sais mieux pas. que Non, quand je tu as dis, investi je dis dedans? oui. C'est exactement la raison pour laquelle j'arrête d'investir dans ces boîtes, c'est qu'il n'y a pas d'horizon de sortie. Ouais. Donc en fait, j'investis, mais pour le coup, Aucun la horizon? Elles sont différence. pas rentables encore ou elles Non, sont... non, elles ouais. sont pas rentables encore. Et en fait, la différence avec les 2 premiers investissements, c'est que là, c'est vraiment ce que je t'appelais tout à l'heure de la love money. C'est-à-dire que j'investis dans des boîtes de potes. J'y crois, je Ouais. trouve le modèle génial. Maintenant, l'horizon de sortie, il est lointain, mais c'est OK, tu vois. Et donc, quand je rejoins Tudigo, je me dis, il y a vraiment ce côté impact, ça me parle. Voilà, il y a plein de mécanismes qui sont intéressants. OK, j'y vais. Bon, c'est pas. On va pas dire que c'est le modèle et finalement l'ADN dans lequel je crois le plus en termes d'investisseurs aujourd'hui, c'est sûr. Mais quand je démarre, je me dis, je vais découvrir Alors, c'est l'investissement. quoi le risque d'investir comme ça on l'a vu, mais dans une boîte très jeune ou Ouais. très tech. Ouais. C'est quoi ta probabilité de faire de l'argent avec ça? Elle est faible, malheureusement. Encore, le pitch que tu as quand on te parle de start-up, en général, on te dit, tu vas aller chercher des x8, x10, et on va faire ça sur un horizon de 5 à 10 ans, parce que c'est des boîtes qui vont évidemment exploser en termes de chiffre d'affaires et qui ont une très belle trajectoire. La réalité, elle est statistique, hein, et France Invest nous repartageait des éléments récemment, c'est que plus de 94% des startups n'atteignent jamais la série A, qui est le premier tour de financement que j'imagine tout le monde connaît. Donc en fait, moi j'appelle ça, dans mon jargon, jouer à la loterie. C'est-à-dire que... Tu prends ton billet de loto et Exactement. t'espères qu'il y en ait 1 sur 100 qui sortent Exactement. positivement. Quoi. Non, Si t'as donc pas je les ne dis moyens pas, d'en sortir 100, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans les startups. Ma pensée profonde, c'est que pour espérer avoir un rendement et en sortir, il faut avoir une surface patrimoniale suffisamment large pour te permettre de diversifier suffisamment et d'aller toucher ces 4-5% qui vont réussir. Ou aller dans un fonds qui les tu diversifie penses par qu'il faut nature. investir dans combien de boîtes pour avoir de la rentabilité sur la À loi mi- des grands nombres? À minima 5 ou 10. Ah ouais, Tu d'accord. vois, si je le faisais sur Donc, faut plusieurs au moins années, je avoir, dirais... 10 fois 5 000 ou 10 000 euros à Ouais, mettre. Faut exactement. être prêt à mettre 100 000 euros Exactement. pour que ça ait un peu de sens. Quoi. Je pense parce qu'en fait, encore une fois, c'est statistique, c'est pas Et on moi, le c'est fait simplement que t'en sors pas. Et on le fait à quel moment? Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas le droit, qui ne connaît pas la finance, qui ne connaît pas l'entreprise, etc. Une directrice RH chez L'Oréal, tu vois, qui n'a pas ce bagage-là, elle le fait ou elle le fait pas? Ou si elle le fait comment? Elle le fait avec d'autres, avec des professionnels? C'est quoi la meilleure approche? Encore une fois, tu sais toujours mesurer sur les conseils. Effectivement, je te dis ce que j'en pense moi, mais ce que j'en pense, c'est qu'il faut investir dès qu'on le peut, le plus tôt possible, indépendamment de quelle est ta profession. Moi, si tu vois, si je devais reparler à la Wendy de 20 ans, je me redirais, investis d'autant plus et intéresse-toi au sujet. Donc ma réponse, elle est oui, investis. Surtout, n'attends pas d'être expert de la finance et de l'investissement. En revanche, entoure-toi.
effectivement, entoure-toi et passe par des structures professionnelles. Et renseigne-toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne fais pas l'erreur que j'ai fait moi, à savoir investir avec des copains parce que c'est cool. Mais aujourd'hui, il y a énormément. Heureusement, hein, c'est un monde qui s'est démocratisé de plus en plus. D'ailleurs, généralement, les gens, tu leur dis private equity, ils pensent start-up. Alors, c'est pas du tout uniquement le cas, mais on y Le reviendra. restaurant, c'était du private equity. Voilà. Le private equity, c'est des sociétés qui ne sont pas Qui cotées. ne sont pas cotés. Donc, il y tout a simplement. bien sûr Exactement. le monde du venture capital, qui est Ouais. celui Des jeunes pousses. des très jeunes Ouais. pousses, très Ouais. technologiques, mais tu as plein d'autres Ah bah t'as des catégories de PME, du sociétés, LBO, et moi bien sûr, effectivement je suis sur les licornes, le late stage, mais c'est Ouais. extrêmement large. évidemment. Donc je dirais, rapproche-toi effectivement de structures qui sont professionnelles. On a des fonds, on a maintenant de plus en plus de maisons, de plateformes qui se développent. Des Donc, clubs. des clubs d'investissement, exactement, des clubs deals. Donc, on a aujourd'hui, et heureusement, ça se démocratise de plus en plus. Donc, évidemment que non, il ne faut pas se fermer les portes. Ça a été trop longtemps, et tu le sais très bien, toi aussi, tu communiques là-dessus, trop longtemps réservé à une petite poche d'initiés, et qui est d'ailleurs le monde aussi par lequel j'ai démarré le private equity, où en fait, tu peux mettre des tickets parce que, typiquement, les Anthropic Grok, moi, je suis passée par des copains, des business angels, etc. Mais aujourd'hui, heureusement, ces portes sont ouvertes par énormément de maisons, de clubs et effectivement de plateformes. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est accompagné qu'on ne se renseigne pas. Moi, j'invite systématiquement les membres de la Maison Carrée ou n'importe quel investisseur à se poser la question, à comprendre le sous-jacent dans lequel ils investissent, à poser des questions. En fait, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte de vouloir faire des petits avec son argent. En France, le sujet de l'argent est toujours un peu tabou, mais moi, j'aime beaucoup travailler à décomplexer vraiment ce sujet. On a le droit de vouloir faire des petits avec son C'est argent. quoi ton même meilleur très sain. investissement, toi, alors justement qu'est-ce qui Écoute, t'a le plus rapporté de tout ce dans quoi tu as investi? écoute, ce qui m'a le plus rapporté, c'est mon investissement dans Grok. Ah oui, d'accord. Mais alors dis-nous, c'est à quel moment que tu commences à faire ça? Alors là, ça fait 4 ans que je fais de l'investissement dans ce qu'on appelle du late stage. Donc, pour Donc, redonner tu as un petit commencé peu de... chez Tudigo, c'est ça? alors, non, Ou, oui, j'ai commencé quand j'étais chez Tudigo. J'avais notamment investi d'ailleurs sur Wondercraft. D'accord. C'est le moment où voilà, on évoluait un peu sur une thèse un peu plus mature. Puis finalement, ils sont repartis sur une thèse Ok. de start-up. Mais effectivement, moi, je démarre à ce moment-là. Et puis, j'en fais un tout petit peu avant. Puis, j'en refais aussi après. Et Grok, pour aujourd'hui, c'est de plus loin mon meilleur investissement. C'est un x6 sur 1 an et demi. Alors, bon, c'est une belle perf et c'est. Un x6, t'as sorti l'argent, t'as gagné x6. Ouais, absolument. T'as mis combien exactement? J'ai mis une somme qui va entre 0. Oh là là, elle veut parler d'argent, elle nous donne pas les sommes. Ok, c'est j'ai mis une somme terrible. entre 0 et 50 qui Ah, ressemble quand un peu même. plus à 50 qu'à 0. Ah ouais, c'est de l'argent quand même. Et t'as Non, fait ouais, x6? j'ai mis une belle somme. Ah ouais, super. Ouais, j'ai mis une belle En somme. un an et demi, tu sors à x6. Alors après, Parce encore qu'il une s'est fois, passé quoi alors? Attends, c'est quoi cette société Grok? Alors, Grok, en fait, ce qu'ils te permettent de faire, c'est ils te permettent d'accélérer la façon dont tu exécutes les modèles IA. Donc, pour simplifier, c'est ça. Aujourd'hui, C'est- on a des modèles IA qui sont entraînés. L'idée, c'est de les rendre plus rapides. Ok, Voilà, on pour n'y faire comprend simple. rien. Quoi. Mais c'est lié à l'IA. C'est l'IA et l'IA. Ok, Non, mais c'est une Grok, infrastructure pour l'IA, Ouais, pour les c'est aider hyper à important gagner de du le temps. comprendre. En réalité, c'est une infrastructure et la conception de puces qui permettent au modèle IA d'exécuter de plus en plus rapidement. Ok. Donc c'est invisible, on le voit pas, mais c'est D'accord. extrêmement important. Et ça a été racheté Et toi, tu par rentres Nvidia. comment Et je là-dedans? rentre par des copains. Je rentre par un copains. club deal. Ouais, je rentre par Ok. un club deal et des copains qui me parlent de ce deal. Et D'accord. en fait, ils ont cette possibilité d'avoir un petit SPV, donc un véhicule Ok. juridique qui vient rassembler des investisseurs. D'accord. Ils mettent et combien ils dans ce proposent. SPV? Ils mettent 350 000, je crois, Ok. pas plus. Ils investissent directement dans... Ouais. D'accord. Indirectement, en tout cas, Indirectement, dans la cible. Ouais, dans la cible qui est Grok Ok, à ce moment-là. d'accord. Et là, je fais quelques investissements, dont Et celui-là. là, tu prends un effectivement. risque quand même. Je prends un risque. Tu mets de l'argent Ouais, là, sur ouais, la je table. C'est prends. pas les 5000 Non, là, je prends un du risque, copain ouais. qui t'y croit beaucoup plus, t'es plus mature. Je suis plus T'es plus mature, riche. je creuse le... j'ai Tu- plus... Effectivement, mais t'as raison, j'ai plus de liquidité à ce Ouais. moment-là. J'ai plus de liquidité. Tu vends des choses pour j'ai, investir dans le Tu vends des ETF, tu vends des trucs? Non, non, c'est du cash que Je t'as, vends pas dès que j'ai... Alors, je vends pas, mais j'ai des retours d'investissement, en l'occurrence. J'ai des retours d'investissement passés, notamment dans locatif, l'immobilier, les trucs, ouais. et aussi de l'épargne qu'à un moment donné, j'ai constitué et que je Mais tu prends un ressors. gros risque là quand tu mets, allez, on va dire 50 000 euros, c'est un gros risque sur Ouais, ton patrimoine, ça quand même. reste un vrai... Alors, Pour toi, c'est significatif. c'est Perdre 50 000 euros, significatif, ce serait- mais on se le dit quand même, et encore une fois, il faut quand même se le rappeler. tu pourrais C'est vivre un sans. risque, mais tu dois pouvoir te dire que tu peux vivre sans. Donc si je les Évidemment. perds, je suis très clairement Mais t'as malheureuse. peut-être perdu une année d'études pour ta fille Ouais. aux États-Unis, quoi. Tu te dis. Alors non, c'est- parce que quand même, je fais attention. Non, mais c'est quand même. mais Finalement, c'est c'est une ça, tu vois. Alors, Non, mais c'est une énorme tu vois, somme, il y bien a sûr. peut-être des gens Ouais. qui rêvent de ça, payer Ouais. des études à l'étranger Ouais. à leurs enfants ou quoi que ce soit. Ouais, mais là, c'est tu vois, j'en marrant. reviens à ce que je te disais sur... Alors après, on peut l'appeler l'épargne de précaution, ça dépend des priorités de chacun, mais
c'est pas des investissements que je fais si j'ai pas moi ce que j'appelle sécuriser tous mes fondamentaux, besoins, tous tout mes ce que tu besoins dois fondamentaux. faire, Et donc dans ce d'accord. que tu cites, bah ouais, les études de ma fille, elle a 2 ans et demi, mais évidemment que j'y travaille activement Mmh. à l'accompagner, à pouvoir l'accompagner au maximum. Alors ça, c'est définitivement dans les besoins fondamentaux. Donc je fais pas un D'accord. investissement qui OK. remplacerait Et là, tu le l'investissement fais pour à ma quel fille. moment quel jour, enfin quelle date exactement? Je le fais il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, OK. Ouais. Et tu es sorti très récemment Et là, je c'est suis ça? là, bah, quand Nvidia a annoncé Donc c'est racheter Nvidia. Alors Grok, c'est Nvidia, la qui a un première énorme, ouais, capitalisation mondiale qui a dépassé les exactement. 5 000 milliards Ah, de exactement. capitalisation. Enfin, on sait pas ce que c'est 5 Ah milliards. ouais, Déjà, je me ouais. rappelle quand Kerviel perdait 5 milliards, c'était général, Oui, c'était oui, déjà, on colossal. savait plus de quoi on se Mais parle. alors 5 000 milliards, on s'en rend pas compte. Et ils ont racheté cette société dans laquelle tu étais investisseuse. Ouais. Et là, tu fais ton exit, quoi. Et là, je Tu fais mon... récupères ton cash avec un x6 Ouais, en 1 an et demi. ouais. C'est colossal. C'est colossal et C'est une grosse somme en alors plus, c'est quoi. une grosse somme, mais c'est pareil, je veux pas, je veux pas qu'on vende du rêve, tu Ouais, vois, ouais, potentiellement aux ça n'arrive personnes pas qui à nous chaque disent, fois, ça évidemment. n'arrive pas à chaque fois. C'est quand même Mais important. tu avais mesuré ton Le, risque. C'est-à-dire que tu étais arrivé sur une boîte, tu t'es pas dit ça va durer 10 ans et dans 10 ans, peut-être que j'aurai non, parce que là, j'aurais fois pas 30. investi. Non, Je sais que c'est une société qui est quand même mature, qui intéresse le marché. exactement. Il y a une hype autour de l'IA dont elle pourrait profiter. Alors, tu n'as pas de boule de cristal. La bulle aurait pu éclater avant et tu aurais Ouais. attendu 3-4 ans de plus, peut-être. Mais Mm. tu es convaincu de la maturité de cette technologie, tu es convaincu de l'utilité de l'IA. Tu vois qu'il y a un intérêt partagé par les marchés financiers. Tu te dis, Ouais. bon, bah, là, c'est le bon moment. fait l'intérêt, ouais. Tu rencontres un peu les équipes de Grok? Comment ça se passe? Je rencontre, non, Non, c'est vraiment je juste par rencontre les pas les copains. équipes de gros. Ouais, c'est vraiment par les Qui vient te copains. convaincre d'investir là-dedans? Parce que naturellement, on ne connaît pas les sujets d'architecture IA, Ouais. quoi. Comment tu es convaincu Ah, d'aller ce qui là-dedans? me convainc, c'est de passer beaucoup de temps aux États-Unis et de découvrir ce qui deviendra après Carré Partners, c'est-à-dire que de découvrir ces valorisations américaines, ces boîtes, ces licornes qui explosent, et Grok en fait partie. En fait, je découvre à titre personnel et je teste à titre personnel ce qui deviendra Carré Partners après. C'est-à-dire que quand j'investis dans Grok, quand j'investis dans Anthropic, quand j'investis dans Perplexity, j'y suis introduit effectivement parce qu'on appelle des partners, hein, qui sont vraiment Mais pourquoi tu as envie d'investir là-dedans? Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait ta conviction? Tu les dis vol- Grok, les gens ne connaissent Ouais. pas l'architecture IA. C'est quoi? C'est quelqu'un qui te convainc? C'est toi qui t'intéresse, qui va te battre pour rentrer dans le deal? Comment tu te fais une conviction sur une Alors, boîte comme ça? ma première entrée, c'est des copains qui me parlent, et notamment, encore une fois, je te parlais tout à l'heure d'Alpha, hein, mais j'ai aussi un copain qui me dit, ben, il faut vraiment que tu passes du temps aux États-Unis, parce que lui, il y habite maintenant. Vraiment que tu passes du temps aux États-Unis parce que ces licornes sont en train d'exploser. Viens voir les performances qui ont lieu ces dernières années, tu vas voir, c'est fou. C'est comme ça que j'entre sur le marché. Et je me rends compte que j'étudie, en fait. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui bachote. Hein, donc, un sujet me passionne. Je vais creuser, je vais regarder les études, je vais m'intéresser au monde. Et en fait, quand je creuse, je me dis, OK, c'est intéressant. Tu le vois aujourd'hui. Prends les dernières données de Morningstar. Tu prends le top 100 des licornes. Tu regardes la performance des 10 dernières années. La performance moyenne, elle est plus 29,1% par an, en moyenne. Et si tu prends le top 20 Alors, attends, sur la 29? dernière année, c'est 80%. Alors, attends, de quoi? Redis-moi ça. Bah là, si tu prends les 10 dernières années, en fait, en gros, si tu prends Ouais. la période 2014-2024 Ouais. et que tu regardes la performance du top 100 des licornes Des mondiales, licornes. Donc, les licornes, c'est les sociétés dans le monde qui sont valorisées plus d'1 1 milliard de milliard dollars. et qui ne sont pas en bourse. Il y a Absolument. beaucoup de Des sociétés qui sont en bourse, mais- privées, D'accord, pas privées. encore cotées en bourse. Ok, donc des Donc- animaux rares. Exactement. Donc, si on veut donner des noms pour expliquer, hein, on se parle de Revolut, on se parle de Perplexity, Oui, c'est des- on se parle de... Voilà. Des choses que les gens quand même connaît certains assez consommateurs. souvent ils connaissent parce qu'ils Exactement. utilisent OpenAI, OpenAI, SpaceX d'Elon Musk, exactement, etc., Databricks, etc. voilà, Bien sûr. toutes ces boîtes Donc qui sont les des licornes énormes sur boîtes. ces 10 dernières années, Ouais. elles ont quelle performance? Elles ont une performance qui est en moyenne annuellement de 29,1% par an. Je Comme vous par an. invite, si tu veux, on mettra l'étude là en commentaire de ta Capitalisé. vidéo. Ouais, Capitalisé. C'est-à-dire que absolument. tu mets 100 € la première année, tu as 129 l'année d'après, et après tu gagnes pas 29, tu gagnes 129 fois 1,29. Ah, Donc, absolument. ok. Et Donc là, etc. tu es à 160 et plus que ça, et etc. Exactement. etc. Ok, donc c'est Exactement. performance insolente, Exactement. lunaire. Ok. Voilà, donc la question que tu me poses, elle est comment? Bah, dans un premier temps, on m'en parle. Pour le moment, au début, c'est de la curiosité. Ensuite, je vais creuser. Je passe du temps aux États-Unis, je vois l'historique d'évolution de ces licornes. Et ensuite, je vois autre chose. Je vois que le marché américain il est extrêmement développé. Que là-bas, tout le monde fait déjà ses achats-reventes de participation de ces licornes.
Ouais, excès les premiers monnaie employés courante. qui viennent cash out, prendre 1 million d'euros pour acheter leur appart, Exactement. les premiers investisseurs qui revendent, les premiers fonds qui Exactement. revendent, Je vois etc. des entrées et des Ouais. sorties sur donc, ce qu'on appelle le marché secondaire. Hein, donc, pour expliquer, donc, effectivement, des personnes qui rachètent des parts d'investisseurs existants puis qui revendent. Et je me dis, mais attends, mais c'est extrêmement développé. Là-bas, d'ailleurs, c'est Facebook, initialement, on m'a expliqué, qui avait démocratisé ça il y a plus d'une dizaine d'années aux États-Unis, que le marché secondaire est très développé. Et c'est comme ça que j'entre. Hein. C'est vraiment que je me Mmh. dis, OK, donc là, en fait, il y a une vraie conviction. C'est ça qui fait que je me recrois sur, Mais sur Grok. ah non, mais c'est Parce que incroyable. j'y crois, parce que les Ouais, chiffres ouais, me ouais. parlent et que je me dis, mais attends, j'y crois. Et puis aussi, cette fois-ci, j'ai pas juste des copains qui investissent. Mmh. Cette fois-ci, les copains avec lesquels j'ai investi, il y en a certains qui deviennent des partners de Carré Partners aujourd'hui, eh bien, c'est les copains qui connaissent très bien le monde du private equity, qui m'ont effectivement aussi introduit dans ce domaine-là et qui, eux, investissent aussi des très belles sommes. Mais on est sorti du monde des copains qui s'amusaient et on est dans un monde un Plus petit peu plus professionnel. initié et donc évidemment plus professionnel. Et tu sais, ça me rappelle ce que j'ai écouté là, le sommet de Davos. Ouais. Et l'un des organisateurs, c'est BlackRock par son patron Larry Fink. Et il fait des interviews comme ça avec des grands patrons issus de la Silicon Valley et de la tech. Elon Musk pour Tesla, SpaceX, Alex Sharp pour Mm, mm, mm. Anduril, etc., etc. Et il commençait chacune de ces interviews en disant, moi, CEO de BlackRock, depuis qu'on est entré en bourse, j'ai offert à mes investisseurs 21% de retour annualisé capitalisé. Donc c'est déjà une très belle C'est performance, une belle performance. largement au-dessus du Standard & Poor's, largement au-dessus du livret A, de Oui, l'immobilier, ça, c'est certain, c'est de pas tout ce qu'on décrit là. difficile. Et il avait beaucoup de modestie ou une espèce de fausse modestie à dire, moi j'ai offert 21% à mes actionnaires, mais toi, la personne que j'interviewe, alors ça il l'a fait avec Jensen Huang, il dit Jensen Huang, toi tu as offert 36% de retour sur investissement à tes investisseurs, donc le patron de Nvidia, la Bien société sûr. qu'on décrit là. 36, c'est délirant, parce que c'est une société qui était là avant la bulle Internet, donc c'était des petites valorisations qui ont monté, puis qui sont effondrées, puis qui ont remonté maintenant, et qui aujourd'hui 36%, c'est colossal. Avec Elon Musk sur Tesla, il a dit, toi c'est 42%. Et le plus incroyable, et vraiment on pourrait les mettre, hein, vous pouvez les retrouver, c'est le patron d'Anduril, non de Palantir, pardon, le patron de Palantir, Alex Sharp, à qui il dit, toi tu as fait 72% C'est génial, mais c'est annualisé. génial. Et c'est vrai qu'on voit les très 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 grosses capitalisations. Ouais. Ça écrase le reste des sociétés et ça a donné des retours incroyables. Ah bah Et c'est là, c'est incroyable. depuis l'introduction en bourse, c'est-à-dire même, on ne parle pas des investisseurs privés qui étaient là Ouais. au tout début, qui ont mis de l'argent quand ils étaient dans un Ouais. garage. On met des gens comme moi qui peuvent investir en bourse et qui juste sentent que la société est bien portée, aller sur un bon marché, etc. etc. Exactement. Donc, Mais tu parles du forum de Davos et Jensen Huang et tous ces acteurs. On en parlait hier encore une fois sur BFM. En fait, le forum de Davos a mis au cœur de tous les débats l'IA. C'est quand même intéressant. C'est un forum dans lequel on parle énormément de choses, d'inégalités, de climat, etc. Hier, ils ont parlé d'IA. Et il y a quelque chose qui est très intéressant qui est arrivé là il y a quelques jours. C'est SoftBank, donc encore un très grand nom de l'investissement institutionnel, qui là veut remettre au pot d'OpenAI en ajoutant 30 milliards, ce qui ferait porter finalement la valorisation d'un OpenAI de 500 à plus de 800 milliards de dollars. Donc tu vois, c'est intéressant, on est encore sur ces boîtes qui sont des licornes, qui sont extrêmement valorisées, et donc on entend d'un côté, non mais elles sont beaucoup trop grosses, en fait ça va exploser, mais évidemment, mais tout est relatif. En réalité, moi ce que je vois, c'est que les grands institutionnels de référence continuent d'investir massivement dans ces entreprises. C'est encore Exeia, il y a moins de 2 semaines, qui fait aussi une levée de 20 milliards de dollars, ce qui porte sa valo à 230 milliards. Donc, mais ce qui est pas, en fait, 230 milliards, c'est colossal, c'est une somme on mais n'imagine c'est pas. relatif. Mais quand tu te dis que les plus grosses capitalisations boursières aujourd'hui sont à plus de 5 000 milliards, Exactement. c'est-à-dire qu'à 230, tu te dis, Exactement. faire x2 pour aller à 400, faire Ah oui, x4 pour aller à 800, faire x10 pour aller à... C'est jouable, quoi. Ça exactement. existe. Exactement. Il y a beaucoup de sociétés qui le font et c'est pas la société, c'est pas le restaurant du quartier, c'est pas le mec qui lance sa chaîne de fast-food, c'est des très très grands entrepreneurs qui l'ont parfois déjà fait et qui sont à la tête de sociétés extrêmement Absolument. utiles, qui changent la nature de l'économie tout entière. OpenAI, ça peut être toutes les entreprises du monde auront besoin d'un large language Mais bien model, sûr. donc ça infuse tout le reste de l'économie. Donc peut-être que son rôle sera plus important que Facebook, qui paraît un peu vieillot maintenant, Ouais, ou quoi que ce ouais, soit. ouais. Donc ça peut avoir du sens d'investir dans ces sociétés, même à ce niveau-là de valorisation.
parce que derrière, il y a encore beaucoup de croissance et d'opportunités à aller chercher. Exactement. Et tu as raison, c'est important de se rendre compte de la relativité parce que je pense que ce qui fait aussi qu'on voit les choses comme ça, c'est qu'en France, on n'a pas ce type de valorisation. Donc, on a l'impression que c'est absolument lunaire. Donc, généralement, moi, quand je parle à mes investisseurs de Perplexity, qui a été valorisé 20 milliards en septembre dernier, ils me disent, mais c'est énorme, mais tout est relatif. Tu vois bien que par rapport aux chiffres que tu as mentionnés, en réalité, c'est même petit, tu vois. Donc, effectivement, la marge de progression et de développement de ces boîtes qui font plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de revenus annuels récurrents, qui sont déjà solides. D'ailleurs, je t'ai pas parti un élément intéressant, c'est que le taux de défaut sur ces boîtes est de 0,01%. Évidemment, elles sont très grosses déjà. Donc, Mais en fait, elles sont même c'est aujourd'hui, elles sont too big to fail. c'est C'est exactement ça. comme J'aurais pas dit mieux. Elles sont les too big banques to fail. américaines. C'est-à-dire qu'une banque américaine, les très grosses, si elles font faillite, c'est l'économie entière qui s'effondre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Les États sont intervenus pour sauver des banques, pour les recapitalisations, parce qu'on avait besoin de ces banques. Sinon, les petits commerces ne tournaient plus, les crédits de carte ne pouvaient plus fonctionner. Enfin, c'était l'économie entière qui était en danger. Absolument. Et aujourd'hui, OpenAI, c'est too big to fail parce qu'on se dit, bah, s'il n'y a plus d'OpenAI, déjà, l'économie est largement impactée, mais plus que ça, c'est un enjeu militaire derrière. C'est Ouais. aussi des langages qui font tourner les drones de l'armée américaine, qui font tourner tellement de choses critiques pour la souveraineté d'un État, sa politique monétaire, etc. Donc, dans tous les cas, il y aura un soutien public. Et d'ailleurs, il est très assumé par l'administration Trump de Absolument. soutenir ces très grosses sociétés américaines pour qu'elles continuent leur croissance, qu'elles continuent leur domination et qu'elles n'aillent pas s'effacer à côté d'un DeepSeek chinois qui va tenter de Absolument. faire la même chose. Et c'est une espèce de course à l'arme nucléaire où on ne peut pas abandonner son poulain, il faut absolument qu'il gagne, donc on le dope avec des dollars, donc on le fait grossir, donc on le fait coter, etc. etc. Et là, ils sont en train d'annoncer les cotations pour ces sociétés-là. Ouais. Ça va être des cotations Ah, mais ça va être incroyables. incroyable. Là, on La s'attend à des valorisation va IPO, enfin des passer, introductions en bourse sur l'année à venir. Elles vont arriver. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que on y reviendra, j'imagine, mais quand je parle de la maison Carré Partners et que je dis, en fait, on va proposer une licorne par mois et pas plus, et il arrive qu'on me pose la question, oui, mais si elle s'effondre, je leur dis, bah, écoutez, si les 12 licornes de l'année dans lesquelles on investit s'effondrent, je vous assure que le problème ne sera pas la maison Carré Partners. On aura un autre souci que tu viens très bien de décrire, qui est bien plus large que celui de la maison Carré Partners. Si on a 12 licornes qui s'effondrent du top 50 mondial, ouais, le problème sera autre. Mais bon, c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un monde qui est peu connu, qui a été peu ouvert, peu accessible, et donc c'est assez naturel qu'on n'en ait pas connaissance. Mais alors, c'est quoi la promesse justement de Carré Partners? Tu dis c'est 12 licornes dans l'année. Ouais. Donc, chaque mois, l'occasion d'investir dans l'une de ces sociétés qu'on est en train de mentionner ici, Absolument. les très grosses. Quoi. Absolument. Moi, je cible uniquement les 50 plus grosses licornes Donc, mondiales. c'est même plus des licornes, c'est des trucs qui valent beaucoup plus qu'un milliard. Oui, là, je te le disais, effectivement, Perplexity, c'était 20 milliards en septembre dernier. On parle d'un tour entre 25 et 30 qui va arriver là. C'est ce type de société qu'on vise. Databricks, qui a 134 milliards de valorisation, c'est typiquement une boîte qu'on retrouverait sur la maison Carré. Revolut, qui a été valorisé 75 milliards de dollars, qui d'ailleurs a organisé son propre secondaire. Mais 75 milliards, en fait, c'est- c'est-à-dire que tu dis à côté de JP Morgan, si Revolut devient demain la banque mondiale, enfin, en tout cas référente, ne serait-ce qu'en Europe, c'est la voie qu'elle est en train de prendre par la Ouais. digitalisation, par l'IA, Ouais. etc. Bah, sa valorisation peut être nettement supérieure à 75 Ils ont milliards. déjà plus de clients qu'HSBC à ce stade, tu vois, on le sait Ouais, peu, c'est alors qu'on se parle considérable. quand même d'HSBC. Donc oui, la promesse, c'est de SpaceX, c'est trop proposer... tard maintenant. Je sais pas si c'est Il y a- trop il y a- tard, il y a- c'est il y a vrai que plus c'est de- gros. Ah non, c'est pas gros, mais je veux dire, c'est juste qu'il n'y a plus d'opportunités. Ah non, moi, attends, SpaceX, j'investis demain, il n'y a Demain. aucun problème. Hein. Écoute, C'est pas trop tard en termes de peut-être client valorisation. de la maison Carré demain. Mais bah, pourquoi pas? Mais non, moi, j'investis sans problème dans SpaceX. Attends, mais c'est ce qu'on dit. SpaceX, ça remplace la NASA demain. Il n'y a pas un scénario Non, dans mais lequel c'est- tu arrêtes Bien SpaceX. sûr. Si mais tu bien arrêtes sûr. SpaceX, tu arrêtes les satellites qui donnent Internet. Tu arrêtes un truc qui est infrastructurel. On va retourner sur la Lune grâce à ça. On va aller sur Mars, etc. C'est impossible. Ouais. C'est un enjeu militaire massif. Ouais, tout à fait. Donc non, c'est trop tard parce que je crois qu'ils préparent leur IPO justement. Je sais plus Oui, si mais nous, on c'est- essaie toujours de prendre nos places. Oui, alors juste c'est l'avantage avant que de ce marché, l'IPO c'est qu'en Moi, fait, je il suis y vraiment a- pré-IPO, pré-introduction en bourse. En fait, c'est ça l'avantage de ce marché, c'est que on peut un peu tout le temps essayer de trouver la faille, quoi. Il faut qu'il y ait un investisseur qui se dise bon, j'ai divorcé, j'ai besoin de vendre, Je vais acheter une lâcher mes maison, parts. Bon, bah, nous, on est je vais intéressés pour les investir reprendre. ailleurs, je vais faire quelque chose, Exactement. j'ai un projet à lancer, etc. Exactement. Donc c'est un salarié, c'est un des premiers business Ça peut angels, être un c'est fonds qui est rentré fonds, plus tôt dans c'est- l'aventure, mais qui D'accord. lui veut rendre de l'argent Donc, en à fait, ses toi, tu te investisseurs. Ton quotidien, c'est d'aller taper à la porte de ces mecs-là, leur dire écoutez,
moi j'ai un petit million à vous mettre, 2 Ouais, millions. je vais récupérer une poche. Ouais. Je vais récupérer une poche effectivement dans ces cibles précises Mhm. et ensuite investir moi-même. Les partenaires de la Maison Carrée investissent aussi sur chacune des Ça va avec ta opportunités. sortie sur Gorge, maintenant tu peux te permettre d'investir. Ça m'aide, ça m'aide, surtout que j'ai monté la maison en fonds propres. Donc, Ouais, oui, ouais. alors déjà, je pense que c'est la base, mais investir sur sa propre entreprise quand tu la montes, je pense que c'est quand même la condition sine qua non de conviction que tu as dans ton entreprise. Et évidemment, j'investis dans 100% des opérations que je propose parce que j'estime que c'est un alignement basique avec avec les investisseurs. Donc, j'investis dans chacune des opportunités. Les partenaires de la maison le font aussi. Et effectivement, une fois qu'on a déniché cette cible, eh bien, on la propose aux investisseurs. On fait assez basiquement un SPV, hein, comme on le disait juste avant. Donc, on crée un véhicule juridique, on rassemble des investisseurs et on leur propose d'entrer à partir de 5 000 euros dans ces licornes. Incroyable. Voilà. Magnifique. Donc c'est ça la promesse pour l'année à venir. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, on va aller chercher ce x2, x3 à horizon Ok. On 12-36 se mois. promet pas du x10, du x12, Non, on fait pas non. n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi, on euh, reste sur ce que moi j'ai envie d'appeler un rendement mesuré et sérieux. Donc oui, on va chercher du x2, x3, horizon, typiquement sur Perplexity, là, notre cible c'est 18 mois, mais on a communiqué 12-36. L'idée c'est d'aller chercher ce multiple sur ces quelques années et de profiter d'un développement qui est exponentiel. Hein. Perplexity, c'est plus de 200 millions de revenus annuels récurrents, donc c'est quand même énorme. Et de profiter de justement ce développement pour se dire, on va aller chercher notre multiple ensemble et sortir ensemble. Et c'est là où se fait notre rémunération de la maison, c'est sur un carré à la performance essentiellement pour être aligné avec les membres de la maison. Et je sais que l'accès à Carré Partner, c'est pour l'instant très, très exclusif. Ouais. Alors j'espère que les lecteurs, les auditeurs du revenu pourront trouver leur place. Je propose qu'on mette un lien dans Ouais, la avec description, plaisir, comme bien ça sûr. les gens pourront aller cliquer et découvrir un peu ce que vous faites et peut-être avoir une place auprès de vous. En tout cas, Wendy, c'était incroyable, franchement, du restaurant hondurassien aux étoiles de Wall Street. Quel parcours, félicitations. On te Merci. souhaite vraiment le meilleur et on voit que tu connais vraiment très très bien ton sujet. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup Gaspard, c'était un plaisir. Salut. Salut.